nous a trahis. On nous a trahis parce qu'en fait, on nous a vendu du rêve, quoi, hein. On nous a dit: «Voilà, vous allez produire, beaucoup plus, vous allez mettre beaucoup plus d'engrais dans les champs, beaucoup plus d'insecticides, pesticides, vous allez voir, vous allez être les plus heureux du monde», sans avoir en fait, de retombées, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Microcortex. L'extrait que vous venez d'entendre est issu d'un entretien mené avec Jean-Luc, un ancien agriculteur. Pendant plus de 20 ans, il a cultivé des céréales et répandu toutes sortes d'herbicides et de pesticides sur ses cultures. En 2001, on lui diagnostique un myélome, un cancer qui affecte la moelle osseuse et dont les complications peuvent entraîner anémie et insuffisance rénale. Si aujourd'hui l'apparition de ce type de cancer pose toujours beaucoup de questions, plusieurs études ont montré que les agriculteurs représentent une population particulièrement touchée. Jean-Luc mettra plusieurs années avant de faire le lien entre son activité agricole et sa maladie, mais elle finira par être reconnue juridiquement comme maladie professionnelle. C'est ce parcours que je vous propose de découvrir dans ce premier témoignage de la nouvelle série de Microcortex baptisée Pesticides, le dur retour à la réalité. J'ai commencé à être exploitant agricole, à l'âge de 20 ans, de 1980 à 2001. Bien sûr, avant mes 20 ans, j'ai travaillé, comme tout jeune enfant, dans une ferme. J'ai travaillé à aider mon père, pour les activités agricoles dans le sud Gironde, à côté de Langon. On exploitait 220 hectares, grosso modo, ouais, 180 hectares de céréales, 150 hectares de maïs et 20 hectares de tournesol et 10 hectares de céréales à paille. Plus, on avait une activité de travaux, agricoles. Donc, on était souvent justement amenés à faire des pulvérisations, des traitements, des fongicides, des insecticides et des pesticides ou herbicides. On utilisait pas mal ces produits-là. C'était une ferme familiale et personnellement, j'avais aussi une ferme et on travaillait en copropriété ou en entraide avec mon père sur, son exploitation et la mienne. C'est pour ça que bon, ça faisait un total de 220 hectares grosso modo, quoi. J'ai travaillé de 1980 à 2001 jusqu'à la date où on a découvert, mon myélome. Moi, j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors à cette époque-là, j'avais aussi, j'avais oublié de le préciser, j'avais une exploitation forestière, donc avec, des machines d'abattage, de débardage et j'avais, des salariés qui avaient des tronçonneuses qui coupaient des arbres. Donc j'étais vraiment en surmenage parce qu'entre mon travail de la ferme, de l'exploitation forestière, il y avait beaucoup, beaucoup de travail et donc je pensais qu'au départ que c'était du surmenage et j'étais très fatigué, très mal au dos, avec, comme un coup de poignard sur le côté droit, là, au niveau des côtes et ça allait crescendo, quoi, ça allait de plus en plus mal. J'ai consulté les médecins, mais bon, le diagnostic a été long, ils ne savaient pas trop ce que j'avais. Eux, ils pensaient que c'était justement le surmenage et que mes mots venaient de ma tête. En 2001, donc au mois d'août, comme ça allait vraiment pas, j'ai passé un scanner et là, un médecin m'a dit que j'avais une cochonnerie sur une vertèbre, sur la T4. Et donc, c'est le chirurgien qui est venu me voir, qui a fait analyser bien sûr la tumeur et qui il m'avait déjà parlé de que ça pouvait être un myélome. Et quand il est revenu me voir, il m'a dit: «Bon, j'ai confirmation, c'est vraiment un myélome que vous avez. C'est une tumeur, sur une vertèbre, mais c'est un myélome». Là, j'ai compris que c'était pas ma tête qui était malade et j'ai été soulagé de ce côté-là, mais la cochonnerie, j'avais bien compris ce que ça voulait dire, quoi. C'était, plutôt un cancer. La tumeur appuyait sur la moelle épinière, donc j'avais des douleurs vraiment atroces. J'avais, tout le thorax qui était complètement, tétanisé. Je ne pouvais plus bouger, je mangeais plus, j'étais vraiment, dans un état second et donc l'opération, c'était vraiment un soulagement. Alors même si elle était très, très compliquée à faire, très, très dure parce que j'avais 40 ans, c'était une des premières opérations, de ce type-là au tripode à Pellegrin à Bordeaux. Ils n'avaient jamais vu, de tels trucs, quoi, une telle tumeur sur cette, vertèbre-là. Donc ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. Bon, tout ça, ça s'est bien passé, mais on avait de gros doutes pour la suite parce que je pouvais rester paralysé, il y avait beaucoup de risques, quoi. Il y a eu, d'abord, bon, l'opération, ensuite il y a eu des, radiothérapies, ensuite il y a eu une chimio et ensuite il y a eu, la greffe de moelle qui a eu lieu au mois d'août, 2002.
Voilà, donc tout ça, ça s'est fait, bon, c'est compliqué parce que c'est dur. Il faut se battre tous les jours, hein. C'est pas anodin quoi comme, traitement. C'est quotidien le mal, hein, et tout ça après, ça a très bien marché pendant 11 ans. Pendant 11 ans, j'ai pas eu de médicaments, j'ai pas eu de traitement et puis en janvier 2013, ça a rechuté, hein. Donc là, j'ai encore eu, chimio. J'ai eu une autre greffe de moelle, au mois de mai 2013. Là, ça a tenu 4 ans, donc beaucoup moins, et j'ai eu une rechute en décembre 2017. Enfin, c'est pas vraiment des rechutes, mais bon, c'est des pics comme ils appellent, et donc depuis, janvier 2018, je suis sous, chimio par cachet, quotidienne. Ce sont des autogreffes que j'ai eues, j'ai été le donneur, mon propre donneur. Donc la deuxième greffe, elle a été un peu mieux supportable parce que j'ai pas eu besoin de faire les cytophédrèses. C'est la récolte de cellules souches, vierges, pour qu'on vous réimplante, suite à la chimio. C'est pour ça que ça s'appelle une greffe de moelle, puisqu'on vous réimplante des cellules souches. Donc j'ai au lieu de faire 2 mois de chambre stérile, je n'ai eu que 28 jours, un mois, grosso modo. Ça a été un peu plus supportable, mais ce sont des moments très durs, quoi, quand même. Mes enfants, je ne les voyais pas, ou je les voyais comme ça, vite fait, de loin, et donc ça, ce sont des moments très, très durs, surtout quand ils partent, parce que, malgré tout, on ne sait jamais si on va les revoir, parce qu'il y a des moments très, très durs, où vous êtes vraiment au plus bas. On peut basculer d'un moment à l'autre, quoi. On ne sait jamais, comment notre corps pourrait agir, hein, parce que, ce sont des traitements, on tue le cancer, on le combat, mais il y a tout qui en souffre à côté, quoi, hein. Et donc le moral était vraiment pas bon du tout. Mais bon, j'essayais de pas le faire voir, et au contraire, j'essayais de me battre pour, sortir et recommencer à m'amuser avec. Au niveau santé, bon, j'ai quand même tous les 2 mois, je vais voir, le professeur Hulin, au centre Magendie à Olévec. C'est, le professeur qui me suit. Donc les résultats sont très bons. Ça a très, très bien réagi à ces cachets. Pour le moment, je suis vraiment très, très bien. Donc je suis au plus bas aussi. Il faut dire qu'au début, les cachets étaient tellement forts, j'avais vraiment beaucoup de mal à supporter. J'avais beaucoup d'effets secondaires, et donc j'avais vraiment du mal à supporter, mais comme les résultats étaient bons, j'ai pu descendre, les dosages, au minimum. Donc là, c'est supportable. J'ai encore beaucoup d'effets secondaires, mais c'est supportable. Je vis, pratiquement, normalement. Le déclic s'est produit en 2013, lors de ma deuxième greffe. À ce moment-là, j'ai lu un article sur, Phytovectime. Et là, je me suis dit, «Et si mon médecin du travail avait raison?» Parce que chaque fois que je voyais mon médecin du travail avec mon nouveau travail, il me disait, «Je suis sûr que votre myélome est en rapport avec votre vécu d'agriculteur et d'utilisation de pesticides». Et donc c'est à ce moment-là où, j'ai décidé de faire la démarche de reconnaissance de maladie professionnelle. Donc, dans un premier temps, j'ai pris, divers contacts, dont des médecins, mais, ils m'ont dissuadé de faire, la démarche parce que c'était trop contraignant, trop dur, trop d'obstacles pour aucun résultat. Pour eux, je n'aboutirais pas à la reconnaissance de maladie professionnelle. Donc, si vous voulez, je les ai écoutés, j'ai laissé ça de côté, mais j'avais quand même tout ça, dans un coin de ma tête là. En 2016, j'ai contacté, Phytovictime, qui m'a incité à faire la démarche, et à faire aboutir ma réflexion, quoi. Donc partant de là, j'ai fait mon dossier, je l'ai envoyé à la MSA. Si vous voulez, après, les étapes se sont enchaînées, une à une, hein, sans encombre, on va dire. Bon, à chaque fois, il faut passer, devant les médecins conseils, c'est très dur, ils vous mettent à nu, hein. Mais mon dossier était sans ambiguïté et recevable, donc j'ai pas eu de problème. Une fois que ça a été enclenché, j'ai pas eu de problème, pour ma reconnaissance de maladie professionnelle, quoi. Ça a pris 2 ans. Bon, c'est peut-être long, pour moi, ça me paraissait assez normal, hein. Mais dès lors que j'ai pris la décision, et que je vous dis, Phytovictime m'a aidé, à faire le dossier, ça a été envoyé, et après, ça s'est vraiment enclenché très, très vite. Au niveau, oui, personnel, beh, écoutez, j'ai une rente.
Parce que là, j'ai tout perdu, ouais, quand on vous annonce tout ça, vous perdez tout, en fait, hein. Donc après, il faut se reconstruire, le préjudice, bon, il peut pas être réparé par des rentes, mais bon, ça aide bien, quoi. Au début, ça a été un coup de massue aussi parce que quand on vous annonce que vous avez un cancer, bon, voilà, c'est une chose, vous voulez le combattre, c'est une chose aussi, mais dans la foulée, la MSA m'a classé invalide à 100. Donc je ne pouvais plus, faire aucune activité agricole, donc tout ce que je faisais, beh, il a fallu abandonner, quoi, hein. Donc je me suis retrouvé sans rien, sans travail, handicapé, et donc il a fallu que je retrouve un travail en tant que travailleur handicapé, mais ça a été aussi le parcours du combattant, ça, parce que, c'est pas facile de retrouver, surtout à 40 ans ou 42, en n'ayant fait que de l'agriculture, se reconvertir, dans un travail, c'est pas des plus faciles, quoi. Ça, je le dis souvent, effectivement, on nous a trahis parce qu'en fait, on nous a vendu du rêve, quoi, hein. On nous a dit: «Voilà, vous allez produire, beaucoup plus, vous allez mettre beaucoup plus d'engrais dans les champs, beaucoup plus d'insecticides, pesticides, vous allez voir, vous allez être les plus heureux du monde», sans avoir en fait, de retombées, quoi. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était laisser firme, ils voulaient vendre à tout prix et puis, tant pis pour ce qui arrivait après, quoi. On a suivi. On a suivi bêtement, on a suivi, on les a écoutés, effectivement, on a fait, du revenu, on a fait du rendement, mais à quel prix, quoi? On n'avait pas en plus les équipements nécessaires pour utiliser ces produits, on épandait, les herbicides, les insecticides, à main nue, mais voilà, il y a quand même beaucoup de monde, un par-ci, un par-là, je sais pas pourquoi, mais il y en a qui n'ont pas supporté. Le corps n'a pas supporté, cette exposition, aux pesticides. Mais ils veulent pas faire de démarche, ils veulent pas, ils ont plus envie de se battre, si vous voulez, hein. Ils se sont battus contre la maladie et ils ont pas envie de se battre maintenant ils sont heureux comme ça, on va dire, hein. Ils sont en rémission et donc ils ont pas envie de se battre, en plus contre l'organisme pour faire, une reconnaissance de maladie professionnelle. Mais je suis sûr que, vu leur pathologie, les pesticides, ils sont pour beaucoup. Heu, le lobbying est fort, hein, pour utiliser les pesticides. Donc, il y en a beaucoup il y a une grosse, majorité d'agriculteurs, de viticulteurs, qui en ont pris conscience. Après, la marche, est trop importante pour pouvoir passer tout en, bah, je ne dis pas bio, mais, en raisonné. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Les pouvoirs publics, j'espère, vont faire quelque chose à ce niveau-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de maladies dues aux pesticides et qui n'en parlent pas, ils ne le disent pas. Donc, déjà de ce côté-là, je pense que plus on sera reconnu en maladie professionnelle, plus ça se saura. Et j'espère que les pouvoirs publics feront quelque chose. Selon les chiffres consultables sur le site du ministère de l'Agriculture, la tendance des 10 dernières années va dans le sens d'une utilisation moins importante des pesticides de synthèse. Dans le même temps, davantage d'agriculteurs semblent se tourner vers des produits dits bio. Pour autant, la balance reste encore très largement en faveur des produits de synthèse. Les habitudes changent donc doucement, mais la législation évolue elle aussi. Des molécules identifiées comme dangereuses ont été retirées de la vente. L'atrazine, par exemple, une substance reconnue cancérigène et dangereuse pour l'environnement, est interdite depuis 2001. Mais 20 ans plus tard, malgré cette interdiction, elle reste l'une des substances que l'on retrouve en plus grande quantité dans nos sols. Aujourd'hui, une autre molécule cristallise le débat autour des pesticides, c'est le glyphosate. Son utilisation a été interdite en France aux particuliers en 2019 et aurait dû l'être aux professionnels en 2021. Une échéance qui a finalement été retardée. Comme l'explique Jean-Luc dans son témoignage, ce n'est pas évident de changer des habitudes vieilles de plus de 40 ans. Merci à vous d'avoir écouté Microcortex. Merci à Jean-Luc d'avoir bien voulu témoigner. Merci également à Ju et Clément Couvreur pour avoir composé la musique de cet épisode. À très vite pour un nouvel épisode de Microcortex.